Bonjour à tous, nous allons aborder cette dernière table ronde très stratégique de la journée avant de passer à un autre moment stratégique. Je souhaite la bienvenue à Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance, et mon collègue député européen. Nous avons une table ronde très stratégique et très géostratégique, et vous voyez, il faudrait beaucoup plus d'1h30, et je sais qu'on a quelques contraintes de temps, mais nous allons traiter ça très bien. Donc, le thème, face à l'instabilité d'un monde multipolaire, quelle réponse de l'Union européenne ? Avant de lancer les débats autour de Jean-Yves Le Drian, Monsieur le Ministre, merci. On est habitué à vous voir à Guidel et à être accueilli par vous à Guidel. Merci de participer à cette table ronde autour de Jean-Louis Bourlange, notre président de la Commission des Affaires étrangères. Je me tourne aussi vers Oksana Melnichuk, qui est politologue ukrainienne, et Marie-Pierre Vedrenne, députée européenne, chère Marie-Pierre, qui nous parlera aussi de beaucoup de sujets liés à l'Union européenne. Avant de lancer les débats, nous allons regarder 2 vidéos pour lancer nos réflexions et nos échanges. Je m'appelle Julie Lepage, je suis ukrainienne d'origine, je vis en France depuis 20 ans et je suis avocate de profession. Pour moi, c'était une chose complètement sauvage qui est arrivée et a détruit toute la croyance en bonne entente possible entre la Russie et l'Ukraine, et surtout de remettre en cause la culture que j'avais. J'ai pas dormi pendant 14 jours. On était tout le temps en écoutant qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils sont encore vivants. Donc c'est vrai que jusqu'au retrait des troupes russes de Kiev, c'était vraiment très très douloureux, très très difficile à supporter pour tout le monde. Donc, le sentiment était la destruction totale de ce qu'on croyait être son monde, enfin mon monde culturel, et que l'Europe a décidé de faire un geste également pour accepter la candidature de l'Ukraine. Pour moi, c'était vraiment tellement puissant comme signal que les Ukrainiens ont cru que oui, ça va être possible de réussir, de combattre tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si on ne soutient pas l'Ukraine, c'est l'Europe qui est la suivante pour affronter ce mal. Героям слава і смерть ворогам. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord livrer un témoignage. Je suis, depuis le 24 février, un député en zone de guerre. Je me suis rendu plusieurs fois en Ukraine depuis le début de la guerre, à Kiev, puis à Tchernihiv, à 80 km de la frontière, avec la Russie, avec le Bélarus. Ce qui m'a beaucoup marqué dans la population que j'ai rencontrée, dans mes collègues députés, c'est leur résilience et leur lucidité. Évidemment, le peuple ukrainien, cette agression l'a rassemblé autour de sa nation, mais je crois aussi que ce qui est important pour nous, au MoDem, c'est de se rappeler qu'il s'est rassemblé aussi autour de ses institutions démocratiques. Pas uniquement la présidence de Zelensky, mais également les mairies, également le Parlement qui travaille énormément. On touche là quelque chose qui est de l'ordre de la différence entre les deux modèles qui sont en conflit aujourd'hui en Ukraine. Notre modèle de coopération européenne depuis 80 ans, c'est que l'économie est un outil pour faire la paix. L'économie est un outil pour dépasser nos conflits. Dans l'impérialisme, et en particulier dans l'impérialisme de la Fédération de Russie, dirigée par le KGB en fait, eh bien l'économie, c'est une arme de guerre, c'est centralisé aux mains du pouvoir. Eh bien nous devons reconstruire aujourd'hui, parce que c'est une résistance, nous devons aller reconstruire, aider à la reconstruction. Aujourd'hui, si nous commençons cette reconstruction dans notre état d'esprit,
nous serons aussi quelque part au front et nous serons aussi à la place où, je pense, notre mouvement doit être. Après ces témoignages poignants de Yulia Lepage et de Frédéric Petit, nous allons bien sûr nous consacrer aux répercussions de la guerre en Ukraine sur l'ordre du monde, sur l'action de l'Union européenne. Alors, l'invasion de Vladimir Poutine en Ukraine a déclenché une salve de réactions sans précédent que j'imagine Vladimir Poutine lui-même n'aurait pas imaginé. L'Union européenne a réagi dès le premier jour de l'invasion avec une force unique, puisqu'il était question à la fois d'assécher au plus vite les finances de la Russie, d'aider les réfugiés ukrainiens, d'armer l'Ukraine, ce qui était aussi un fait sans précédent pour l'Union européenne, et puis, bien sûr, d'accélérer l'intégration de l'Ukraine, mais aussi de pays de voisinage, à l'Union européenne en accélérant l'accession au statut de candidat et également en créant cette nouvelle communauté politique européenne voulue par le président de la République. Alors ces décisions, elles ont un prix, le prix de l'énergie, qui peuvent être très déstabilisantes aussi au sein même de l'Union européenne. On peut le voir aujourd'hui avec la montée des extrêmes Suède. Je sais que Sandro Gozzi en a parlé précédemment avec l'Italie. Ces décisions, elles ont une répercussion en Europe, mais aussi au-delà, puisqu'elles ont bouleversé les plans des États-Unis. Elles ont bouleversé aussi les positions de la Chine, qui ne peut se couper, bien sûr, de l'Union européenne et surtout du marché européen. On le verra avec Marie-Pierre Vedrenne. Oksana, je vais bien sûr commencer avec vous, puisque l'ouverture le nécessite, en vous disant bien sûr tout le choc que nous avons eu avec la découverte des dernières exactions de l'armée russe en Ukraine. Mais aussi, on les a découvertes parce que l'armée russe avait abandonné les territoires. Donc, que peut-on dire aujourd'hui ? Peut-on dire que Vladimir Poutine a perdu la guerre, alors même qu'il brandit cette menace nucléaire, qu'il organise ses référendums, on en parlera, et qu'il connaît des déboires sur la scène internationale avec ses alliés historiques. Ça marche. Avant de répondre à votre question, je voudrais tout d'abord vous remercier tous de la part des Ukrainiens par aide considérable et par solidarité inouïe que nous avons sentie de votre part. Dès le premier jour de la guerre, au titre bénévole, j'ai travaillé avec la présidence ukrainienne pour assurer la communication avec les pays francophones. Comme beaucoup d'autres, les gens de la profession de communication, on a été tous mobilisés pour aider notre président à assurer sa communication avec le monde entier. Et dans les premiers jours, j'étais en contact avec Jean-Louis Bourlange. On ne se connaissait pas encore à l'époque. J'étais dans la cave avec les enfants. On a parlé parce que Starlink nous assurait la connexion Internet même dans les caves très profondes, même dans les métros très profondes. Et les enfants étaient très énervés. Je dis, j'ai la France à la ligne, n'empêchez pas de parler. Ils ont été comme dans les contes des films à regarder. Et quand j'ai accroché, j'ai dit, c'était le Parlement français, ils sont avec nous, ils vont nous aider. Et eux, ils ont eu, comme à la fin de la conte, que le méchant est battu et que le bien, il a gagné. Et pour moi, c'était ça qu'on a ressenti chaque fois avec cette solidarité de vous. Donc, c'est ça qui nous donne le courage. Et je pense que Poutine l'a perdu tout de suite dès que la solidarité européenne était montée. Mais vous connaissez sans doute tous les détails, comment cette solidarité a développé. Il faut reconnaître les efforts incroyables de France, qui était en présidence à ce moment-là. On sait, en derrière des coulisses, quelle bataille était dans le Parlement même européen pour obtenir la majorité dans le Parlement. Donc, après la victoire, on va fêter tout ça ensemble. Mais je voudrais, pour répondre maintenant plus en analyse et plus stratégiquement à vos questions, je voudrais attirer votre attention
à deux événements majeurs qui, je pense, changeaient le tournant de la guerre considérablement. Le premier événement, c'était le sommet, le fameux sommet à Ouzbékistan, quand Poutine a essayé de réunir ses alliés. Et ça n'a pas marché. Bon, vous connaissez sans doute tous les détails, je ne vais pas revenir dessus. Bon, Poutine, il a pensé d'obtenir l'aide militaire. Il paraît, c'est une information. Vous savez, les Ouzbeks, les Tadjiks, ce sont très grands amis de l'Ukraine. Et on a toujours les insights de leur part. Ce n'était pas très bien couvert par les journalistes, mais on a les insights de leur part. Ils sont réunis pour dire non à Poutine, en fait. Leur intention, c'était pour le calmer un peu. Et tous les discours que vous avez entendus, c'était des discours qui étaient bien préparés. Il y avait une solidarité de leur côté. Il paraît que Poutine, il a eu malaise, mais vraiment une malaise physique, quand il a dit il a reçu non de la part de Chine. Et si vous avez vu les images, il était entretenu par Erdogan. Vous avez aperçu peut-être que Poutine, il était vraiment tenu par le bras par Erdogan. C'est parce qu'il a eu du mal à marcher. Il n'a pas participé à une balade qui était prévue après pour contempler une ancienne ville, Samarcande. Donc, c'était une grande défaite de Poutine. Et dans une semaine, nous avons un autre sommet à l'ONU, comme une réponse à un sommet précédent. Et qu'est-ce que nous avons vu sur ce sommet? Pour moi, ce qui était le plus marquant, c'est 3 discours qui tournaient le monde. Premièrement, c'est le discours du président Macron. Deuxièmement, c'est le discours de Biden. Et troisième discours, c'est le discours du président Zelensky. Tous les 3 discours, ce sont les discours politiques bien forts qu'on n'a pas entendus depuis longtemps, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Vous me corrigez si je me trompe. Je dois vous reconnaître que le président Macron était brillant. En tant que politologue, j'ai applaudi debout, vraiment, parce que je pouvais signer pour chaque mot. J'ai pris plein de citations que je cite maintenant partout où je peux. Et essentiel, c'est que Macron, il nous a donné les nouvelles visions de l'Europe. Il nous posait les tâches, les objectifs que nous devons... Bon, je ne vais pas répéter, vous avez tous suivi tout ça, mais encore une fois, avec le drapeau français, il a regagné le leadership français dans tout ce qui est la défense des valeurs. Et ça, c'est très important parce que dans notre monde de l'économie globale, on a un peu perdu la notion des valeurs. Et je pense que c'était très belle que c'est la France, avec les mots, pour les Ukrainiens, ce sont les mots très chers, liberté, égalité, fraternité. C'est avec ces mots qu'on lutte maintenant. Et que la France, elle a monté à nouveau ce drapeau à l'ONU et il a confirmé sa position de soutien pour la démocratie et la liberté pour laquelle nous luttons avec l'arme dans le main en Ukraine. Le deuxième discours super important, c'est le discours de Biden, qui, pareil, les insights disent qu'il était complètement refait juste après le discours de Poutine. Et on trouve en Ukraine que le discours de Biden, c'était la nouvelle vision de l'économie mondiale, en fait. Parce que si avant, on a parlé de la libertanisme dans l'économie libertaire, maintenant, Biden, les Américains, les plus capitalistes durs possibles, ils ont parlé de l'économie sociale, de partage, de solidarité. C'était en écho avec tout ce que disait Macron, mais quand le président français dit les choses pareilles, c'est attendu. Mais quand le président américain parle de la solidarité avec les autres pays, ça, c'est rassurant plutôt. Donc, et le troisième discours du président Zelensky, qui nous a tous revenus à l'humanisation. Quand on parle de victimes de l'Ukraine, quand on parle de toute cette massacre et toutes ces atrocités qu'on observe presque chaque jour, quand on parle de ce terrorisme, notre président, il voulait faire revenir tout le monde entier à cette nation de valeur de la vie. Il faut réhumaniser l'humanité maintenant. Et dans le cadre de cet retour à humanisation, nous avons un groupe des penseurs, des philosophes politiques, des analystes ukrainiens
qui travaille déjà avec les Russes, avec les positions russes, pour penser la Russie après la guerre. Donc, on peut dire que Poutine il a gagné la guerre dès les premiers jours, dès que la solidarité était montée. On peut confirmer que la solidarité, surtout avec le leadership de l'Union européenne, elle est considérable. C'est un centre de gravité dans cette guerre. Et d'ailleurs, vous connaissez sans doute notre général Zaloujny, qui est le chef de l'armée ukrainienne. Je pense qu'après la guerre, quand elle sera plus en communication, on va découvrir un grand génie de stratégie militaire contemporaine. Lui, il parle de cette gravité de la guerre, cette solidarité européenne. Et je voudrais vous assurer que les Ukrainiens, et ça, j'ai rejoint les mots de notre général, de la chef de l'armée ukrainienne, nous ne sommes pas va-t-en-guerre. On n'est pas dans l'esprit de vengeance, de punition. Non, nous sommes dans l'esprit de la justice. Nous voudrions, notre grand espoir, et c'est ça que nous attendons maintenant de la communauté internationale, que la guerre, avant de passer au dialogue, la guerre doit terminer par la justice internationale, par la justice. Et après, on va voir quel corridor de sortie nous pouvons proposer au peuple russe, après avoir passé par la justice internationale, pour faire revenir la Russie dans le monde du droit. Parce que le discours de Poutine qu'il a mené juste pour mobilisation, c'était le discours des années 80 du siècle précédent. C'était le discours de l'époque de la guerre froide. On a l'impression que ce vieux monsieur, il est toujours dans cette époque-là, qu'il n'a pas sorti de l'époque précédente. On a déjà 40 ans après la guerre froide. Donc, il est le temps de penser de Russie moderne, et ça existe. La Russie moderne et contemporaine, ça existe. Et vous avez vu tout cet enlèvement des... Ils sont levés quand même, les Russes. Bien, merci. Donc, nous pensons que maintenant, notre grande tâche, c'est travailler ensemble pour faire revenir la Russie dans le monde de l'ordre, de démocratie, de la respect des autres. Et comme ça, c'est ça l'avenir de l'Europe, en fait. Merci, Oksana. Je pense que... Merci, Oksana. Je crois que vous aurez quelques questions en rebond de ces paroles émouvantes, engagées et convaincues. Alors, vous avez évoqué le sommet de Samarcande et la position de la Chine. Je me tourne vers Marie-Pierre, qui a été confirmée par l'appel au cessez-le-feu. C'est un fait sans précédent. On se dit que Xi Jinping, à l'aube, dans quelques semaines, qui va s'arroger les pleins pouvoirs, est-il affaibli par cette politique zéro Covid, par cette question de la dénatalité? Qu'est-ce que ça dit, cet appel au cessez-le-feu, ce retrait d'une neutralité complice, en fait, avec Vladimir Poutine? Merci beaucoup, Laurence. Je salue l'arrivée d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Merci tout d'abord, Roxana, de vos mots. Et je crois que tous les applaudissements de la salle à l'issue de votre intervention témoignent bien de l'unité, en tout cas, vous l'avez dit, du Parlement européen, des Européens, que nous tenons à avoir, bien sûr, en soutien avec vous, parce que vous l'avez rappelé, ce n'est pas qu'une atteinte à votre intégrité territoriale, mais c'est bien au-delà. Et pour nous, nous le rappelons au Parlement européen, spécifiquement notre famille politique, que c'est une atteinte à la liberté et à la démocratie. Et Laurence, tu as raison de souligner que la Chine joue un drôle de jeu. Et que certainement, c'est vrai qu'on peut croire qu'il y a une évolution de la position de Xi Jinping qui est mise en difficulté en interne dans son pays. Tu as évoqué, et François l'évoque souvent, que ce soit la question de la natalité, que ce soit la politique du zéro Covid, mais je crois qu'il ne faut pas pour autant croire qu'il a totalement changé de position et qu'il serait en opposition
et à la Russie et en soutien, que ce soit à l'Ukraine, à l'Union européenne et aux Américains. Je crois que c'est beaucoup plus difficile que ça, et du coup je referai un retour en arrière sur pourquoi et qu'est-ce qu'on cherche à apporter à l'Union européenne, et spécifiquement nous, notre délégation, notre groupe politique, vis-à-vis de cette relation avec la Chine. Rappelez-vous déjà, dès 2019, comment nous qualifions la Chine d'un partenaire, parce qu'on sait qu'on a besoin de la Chine, notamment pour relever la question du changement climatique, un concurrent économique, et notre dépendance, notamment mise en exergue avec le choc du Covid, nous l'a montré, et un rival systémique. Une fois qu'on a fait ce constat, il faut créer, bien évidemment, l'ambition politique pour répondre à ces difficultés, et tous les leviers, qu'ils soient législatifs, politiques, aussi sur le volet industriel. Et c'est là où c'est notre rôle en tant que parlementaires européens, c'est ce que le président de la République poussait déjà dans le discours de la Sorbonne avec l'Europe souveraine, et c'est ce que nous mettons en œuvre au quotidien au Parlement européen pour concrétiser, donner chair, donner cœur à l'autonomie stratégique. Faire en sorte que l'Union européenne elle ait la capacité de décider par elle-même avec qui, quand, comment elle veut établir des relations avec le reste du monde. Et c'est ça, véritablement, notre enjeu. Et c'est aussi... le président de la République le rappelait et je salue Sarah, on y était ensemble au moment de la rentrée des ambassadeurs, en disant nous ne sommes pas à équidistance entre les États-Unis et la Chine. Mais c'est important de ne pas perdre de vue qu'il nous faut aussi un agenda positif avec la Chine, notamment pour répondre aux enjeux du dérèglement climatique. Et on a énormément de questions vis-à-vis aussi des droits de l'homme en Chine. Et c'est là où la politique commerciale a un rôle fondamental à jouer. Parce que ce qui peut faire aussi bouger la Chine, c'est l'accès à notre marché intérieur. On le voit bien, ils vendent énormément. Nous sommes le premier partenaire commercial de la Chine. Donc, fermer l'accès à notre marché est un levier qui peut les faire bouger. Et on l'a vu au Parlement européen, quand on a bloqué ce fameux accord d'investissement entre l'Union européenne et la Chine, il y a eu des inflexions aussi. Le président de la République a apporté énormément de choses pour inclure une clause relative aux droits de l'homme. Donc, c'est un premier point, mais ce n'est pas suffisant. Et d'autres exemples, quand la Lituanie, un État membre de l'Union européenne, a souhaité soutenir davantage Taïwan dans l'émergence de la démocratie, de la liberté, qu'est-ce qu'a fait la Chine? Elle leur a coupé l'accès notamment à leur marché. Elle utilise, et Frédéric Petit le disait dans sa vidéo, le commerce, l'économie est une arme. Et nous sommes complètement démunis au niveau de l'Union européenne pour lutter contre la coercition économique. C'est pourquoi, durant la présidence française, et on y travaille maintenant, on a apporté un instrument pour lutter contre la coercition économique. Et notre enjeu, notre détermination au Parlement européen, c'est de préserver cette unité européenne pour véritablement faire bouger la ligne. Parce qu'on le sait bien aussi, la Chine, elle a la stratégie 16+1, elle cherche seulement à nous diviser. Et c'est de cette division que nous ne répondrons pas à ces enjeux. Donc, nous y arrivons progressivement. Nous avons déjà fait changer de paradigme au sein de l'Union européenne l'entièreté des États membres, spécifiquement l'Allemagne, parce qu'il ne faut pas se cacher, l'Allemagne aussi a des grands intérêts de présence dans la Chine, de vente de son parc automobile, mais nous aussi, nous avons des investisseurs français présents en Chine, et on le voit, justement, tu évoquais, Laurent, cette stratégie zéro Covid. Nos investisseurs français, qui ont investi en Chine, sont complètement déstabilisés aussi par la politique de Xi Jinping. Donc il y a tous ces éléments d'instabilité, et c'est bien le titre aussi de notre débat. On voit des menaces de plus en plus nombreuses, et il faut qu'on soit paré. Et c'est ce que notamment aussi, monsieur le ministre, cher Jean-Yves, vous avez cherché à faire au sein des différents conseils, au sein de l'Union européenne, être prêt, ne plus être dépendant d'un ou tel acteur, qu'il soit étatique ou qu'il soit économique. Et donc, on continue de le faire chaque jour au Parlement européen. Merci Marie-Pierre. Jean-Louis Bourlange, je continue la revue du monde avec les États-Unis, qui après 20 ans passés aux États-Unis s'étaient retirés de notre continent, de nos problèmes de sécurité, pour se recentrer à la fois sur leurs affaires intérieures dans une société extrêmement fracturée, mais aussi pour se tourner vers l'Indo-Pacifique. Alors ce conflit en Ukraine,
c'est un peu la patrouille qui les rattrape, ils reviennent vers nous pour être réinvestis très fortement dans les relations transatlantiques. Comment vous voyez la suite de cette inflexion avec les partis pris très forts qu'a pris Joe Biden? Oui, effectivement, il s'est passé depuis 18 mois, Jean-Yves Le Drian l'a vécu, a agi tout au long de cette période avec énormément de détermination, de talent et d'esprit de responsabilité. Il s'est passé des choses extraordinaires. Songez à la situation qui était la nôtre vis-à-vis des États-Unis il y a une quinzaine de mois, une douzaine de mois. Qu'est-ce qu'on avait? On avait une fuite en catastrophe des États-Unis de l'Afghanistan, un effondrement total et mal préparé, mal prévu, un calendrier qui n'avait pas du tout été anticipé correctement par l'administration américaine, en conclusion des accords de Doha passés entre les Afghans, les talibans et l'administration américaine, accord détestable, puisque toutes les concessions qui devaient être faites par les Américains avant l'arrivée au pouvoir des talibans, et les concessions des talibans devaient avoir lieu après. Autant dire qu'elles n'ont jamais eu lieu. Donc on a eu vraiment une déconfiture très profonde, avec un sentiment très grave de déstabilisation. La deuxième chose, plus profonde, mais qui nous concernait directement aussi, c'était le pivot américain vers le Pacifique, qui impliquait un désintérêt relatif, mais réel, à l'égard du théâtre européen. Je me rappelle qu'à la Commission des Affaires étrangères, en septembre dernier, nous avions reçu mes 3 homologues des commissions des affaires étrangères des États baltes, qui étaient tous les 3 extrêmement soucieux de solidarité atlantique et extrêmement préoccupés en même temps du fait qu'ils attendaient que les États-Unis leur demandent de mettre la pédale douce vis-à-vis des menaces russes, parce que, considérait-il à l'époque, et il y a une part importante de vérité, comme Marie-Pierre vient de le rappeler, dans cette observation, que c'était la Chine le numéro 1 et qu'il fallait donc faire des concessions sur l'Ukraine, sur toutes les sortes de revendications des Russes, et surtout ne pas gêner les réalisations des infrastructures de transport gazier. Donc on avait cette réalité-là. Troisièmement, on a eu une crise majeure et une crise de confiance absolue avec l'affaire de l'AUKUS, où véritablement les Américains, les Britanniques et les Australiens se sont conduits d'une façon extrêmement inconvenante à l'égard de leurs alliés français, alors même que nous étions la première puissance européenne, la première puissance militaire de l'Union européenne, que nous avions engagé avec le président Biden des relations qui semblaient prometteuses de normalisation de nos relations. Tout ça, et Jean-Yves Le Drian l'a vécu en direct, et lui qui avait été à l'origine de la conclusion des accords sur les sous-marins français, ça a été quelque chose d'extrêmement pénible. Voilà la situation. Une Amérique en situation de perdition en Afghanistan, une Amérique désengagée sur le vieux théâtre européen, et une Amérique qui n'hésitait pas à créer une crise vraiment injustifiée avec son plus ancienne et son allié le plus solide sur le plan militaire en Europe. Quand on regarde la situation aujourd'hui, tout est fondamentalement différent. Biden, je crois qu'on doit rendre hommage à l'administration du président Biden de la façon dont elle a géré jusqu'à présent l'affaire ukrainienne.
il y a eu un instant, non pas d'hésitation, mais d'attente. Il s'agissait de savoir si on allait offrir au président Zelensky un taxi ou des munitions, pour reprendre les formules du président Zelensky lui-même. Et quand on a vu la détermination ukrainienne, quand on a vu l'échec initial des Russes, qui n'était pas gagné, hein, les Russes ont été à 2 doigts de réussir leur opération. C'est vraiment la vigueur inattendue de la réaction ukrainienne qui a permis d'éviter que les soldats russes paradent dans les rues de Kiev assez rapidement. Quand on a vu cela, les États-Unis ont réagi de façon extrêmement forte, extrêmement responsable, et il s'est passé quelque chose de tout à fait formidable. Sur le plan européen, deuxième événement, donc réinsertion des Russes, des Américains sur le théâtre européen sur ce dossier fondamental. Deuxièmement, redécouverte par les Européens, par l'Union européenne, de la dimension géopolitique de notre Union. Ce n'était pas évident. L'Union européenne a été bâtie pour la paix, elle n'a pas été bâtie pour la guerre, elle a été bâtie pour aplanir les frontières, elle n'a pas été bâtie pour les défendre, elle a été bâtie pour créer l'embryon d'une société universelle et non pas un bloc géopolitique face à d'autres blocs géopolitiques. Malgré tout, on a pris tout à fait conscience qu'il fallait, comme au temps de la guerre froide, il fallait absolument défendre les valeurs européennes, que les valeurs européennes, ça passait par la défense de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et il s'est passé des choses formidables, notamment en Allemagne. On a vu à ce moment-là que l'Allemagne a pris conscience des limites, pour ne pas dire plus, des limites, et même, enfin un peu plus quand même, des contradictions et de la désinvolture avec laquelle elle avait envisagé dans les années antérieures ses relations avec la Russie. Le chancelier Scholz a fait plusieurs interventions extrêmement nettes à cet égard, et l'Union européenne renoue avec ce qui est essentiel à nos yeux, puisque nous avons toujours été partisans de ce qu'on a appelé l'Europe puissance, je dirais plus volontiers l'Europe puissante, l'Europe qui se défend, et c'est quelque chose de très, très fondamental. Troisièmement, l'ensemble, l'OTAN, qui était en mort cérébrale, on a découvert à ce moment-là que l'OTAN n'était pas en mort cérébrale, mais que l'OTAN était en coma profond. La différence entre la mort cérébrale et le coma profond, c'est qu'on en ressort du coma profond, comme Jean-Pierre Chevènement à un moment, on en ressort dans d'assez bonnes conditions. J'ai vu Jean-Pierre Chevènement, j'étais avec lui en Algérie, avec le président de la République, il m'a dit « Ah ben quand même, moi j'ai disparu de la vie pendant pas mal de minutes, et vous voyez, je suis toujours là. » Et effectivement, il était toujours là. Ben, l'OTAN, c'est la même chose. On s'est aperçu qu'il était sorti, et non seulement cela, mais il s'est passé des choses très importantes. Le Danemark a renoncé à son opting out sur le plan de la politique extérieure. La Finlande et la Suède ont retrouvé le chemin de l'OTAN, qui fait que maintenant, on n'a plus, je crois, que 2 États neutres, l'Autriche et l'Irlande. L'Irlande, de toute façon, l'Irlande, c'est pas grave, parce qu'ils ont un président américain qui est irlandais, donc ils sont dans l'OTAN d'honneur, si je puis dire. Et la plupart des puissances européennes ont décidé de faire un accord avec l'OTAN. Et on a donc ont donc lié la défense de l'Europe et la défense de l'Occident. Et en même temps, nous avons affirmé la boussole stratégique et la volonté de construire une unité. Alors, est-ce que tout va bien? Non. Tout ne va pas bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore très inquiétantes et qui demandent effectivement, premièrement, des initiatives notoires. D'abord, la mue allemande n'est pas finie, n'est pas faite, loin de là. On voit, les Allemands ont fait un effort quantitatif majeur, ils décident de mettre de l'argent pour rétablir leur solidarité pleine avec l'OTAN. En même temps, stratégiquement, ils n'ont pas fait jusqu'à présent d'évolution vers l'affirmation d'une autonomie
d'une autonomie militaire européenne. Loin de là, l'argent servira pour beaucoup à acheter du matériel américain. Il ne faut pas être totalement négatif là-dessus. Il est normal que quand les Américains nous apportent leur concours, il y ait une certaine contrepartie. Enfin, il faut quand même équilibrer les choses et il faut quand même se rappeler que nous avons une industrie européenne d'armement et que celle-ci doit être développée. Je crois que l'incertitude sur les perspectives que l'Allemagne donne à l'autonomie militaire européenne est assez impressionnante. Deuxièmement, on a l'incertitude américaine. Nous avons Biden et nous nous en félicitons. Aurons-nous demain quelque chose comme Trump ou un simili-Trump? Ça serait préoccupant. Songez à ce qu'aurait été la réaction de l'Occident, j'ai fini, si Trump avait été aux affaires et non pas Biden. C'était tout à fait impressionnant. Troisièmement, nous n'avons pas clarifié nos responsabilités stratégiques. L'article 5 de l'OTAN et l'article 42.7 de l'Union européenne postulent des solidarités absolument identiques. Que faisons-nous si les Américains sont défaillants? Nous sommes loin d'avoir pensé la question. Et dernièrement, je termine là-dessus, nous avons nos profondes incertitudes européennes qui se manifesteront demain dans les urnes à Rome, en Italie. Nous sommes partagés. Nous sommes partagés en France. Nous avons des partis qui sont proches de la Russie. Nous avons une réaction anti-OTAN qui reste très forte. Nous avons des incertitudes américaines, des incertitudes européennes très profondes sur la défense. Donc, chers amis, vraiment, continuons le combat. Merci Jean-Louis Bourlanges pour cette analyse et cette discipline. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, le 24 février, c'était 2 mois, 24 février, donc date de l'invasion de l'Ukraine, c'était 2 mois après le début de la présidence française de l'Union européenne. Il y avait beaucoup de sujets sur la souveraineté, l'autonomie stratégique de l'Union européenne dans la feuille de route de cette présidence. Pour autant, cette invasion est venue percuter l'agenda politique, comme on l'appelle. Et la France a été vraiment à la manœuvre pour faire avancer toutes les décisions très rapides qui ont été prises pour condamner, pour décider des sanctions, pour engager l'Union européenne dans cette démarche très politique que nous attendions en tant que groupe politique. Et puis pour aboutir à cette fameuse adoption de la boussole stratégique. Alors est-ce qu'on peut revenir sur ces 6 mois particuliers et puis sur votre vision, bien sûr, générale de ce qui se passe aujourd'hui et de ces nouveaux équilibres? Merci. Bonjour à François Bayrou et à Édouard Philippe. Je suis heureux de retrouver. Bonjour à tous et à toutes. Je suis un peu habitué de ces rencontres et comme certains d'entre vous le savent, j'ai été dans une vie très antérieure député de cette circonscription. Ça fait longtemps parce que c'est une circonscription qui a été redécoupée après. Et je ne sais pas si Jean-Michel Jacques est là, je ne l'ai pas vu, mais enfin il m'a succédé indirectement. Et puis, petit secret familial et personnel, j'ai été animateur quand j'étais très jeune de ce village de vacances ici. On dirait... Aujourd'hui, on dirait disque jockey, mais à ce moment-là, on disait animateur. Bon, donc je suis très content d'être là. Si je peux me permettre de rebondir un peu sur ce qu'a dit Jean-Louis Bourlanges, et pour répondre aussi à Roxana tout à l'heure, je crois qu'il y a, sur la crise ukrainienne, 5 sous-estimations du président Poutine qui se cumulent et qui aboutissent à cette impasse. Il faut bien les analyser parce qu'elles se renforcent mutuellement et je crois que ça nous aide pour l'appréciation de la situation. Et Jean-Louis en a évoqué quelques-unes. Il y a une première sous-estimation,
c'est la force ukrainienne, la nation ukrainienne. Indirectement, le président Poutine a contribué à solidifier la nation ukrainienne. Moi, je suis allé en Ukraine avant la guerre, plusieurs fois. Ce n'était pas toujours très facile, honnêtement. Et l'unité de la nation, elle n'était pas automatiquement au rendez-vous, les volontés collectives n'étaient pas affirmées. Et là, le changement était considérable du fait de l'intervention russe, sous-estimation forte de la capacité ukrainienne. Deuxième sous-estimation de la force de réactivité européenne. Je pense que le président Poutine n'avait pas pensé qu'il y aurait une telle unité, une telle rapidité dans la mise en œuvre de sanctions. On va peut-être revenir sur les sanctions tout à l'heure dans la discussion. Elles sont réelles et elles pèsent de plus en plus, mais il avait sous-estimé cette capacité collective de l'Union européenne qui a été, j'étais en responsabilité à ce moment-là, sous présidence française, extrêmement rapide, 2 jours après. Les sanctions ont été décidées 2 jours après le 24, le 26 à Paris. Donc c'était tout à fait impressionnant et ça s'est poursuivi. Il y a eu une permanence de l'unité européenne dans la réaction par rapport aux enjeux de sanctions en particulier et puis dans la réaction de soutien à l'Ukraine en termes de soutien financier et de soutien militaire. Deuxième sous-estimation qui se cumule avec la première. Troisième sous-estimation, la sous-estimation de les conséquences sur l'OTAN. Parce que pour revenir à ce que disait Jean-Louis Bourlanges, nous avons passé sur l'OTAN une période d'incertitude. Ce n'était pas uniquement la mort cérébrale, c'était des risques. Il y avait une période de doute quand le président Trump s'interrogeait sur l'effectivité de la mise en œuvre de l'article 5. Je pense au Monténégro, les pauvres Monténégrins qui venaient de rentrer dans l'Alliance et qui se voyaient entendre dire « je ne sais pas si j'irai sur le Monténégro », donc c'était quand même pas très satisfaisant. Donc il y avait un doute sur la solidité de la riposte sur l'article 5, et puis il y avait aussi une inquiétude sur une fuite en avant de l'OTAN qui se serait traduite par une alliance qui aurait désormais comme priorité le Pacifique et non pas l'espace euro-atlantique sur lequel l'OTAN s'est fondée. Troisième sous-estimation, parce qu'en fait, l'agression de la Russie à l'égard de l'Ukraine a amené la clarification. Et nous sommes aujourd'hui dans une alliance clarifiée depuis le sommet de Madrid, à la fois sur son espace d'intervention et sur sa solidité interne. Non seulement clarification, mais en plus élargissement. Puisque, ce que disait Jean-Louis, l'agression russe a abouti au fait que et la Finlande et la Suède qui était neutre depuis 300 ans, ont rallié l'OTAN. C'est l'inverse du but recherché par le président Poutine. Quatrième sous-estimation, l'état de son armée. Je dois dire qu'il n'est pas le seul à avoir sous-estimé. J'ai été ministre de la Défense, je pense que nous avions sous-estimé. Il y a toute une série de raisons à cela que l'on voit apparaître maintenant jour après jour, mais il n'empêche que cette sous-estimation était très forte et elle s'accumule par rapport aux 3 autres que je viens de citer. Et puis il y en a une 5e qui est récente, mais qui est très perturbante et que Roxana a évoquée. C'est le soutien international. Pendant un certain temps, des pays qu'on dit non alignés avaient hésité parce qu'ils considéraient, pour une partie d'entre eux, par intérêt, pour préserver l'avenir, pour éviter de se fâcher avec les uns et les autres, ou peut-être par conviction pour certains, que c'était une guerre entre occidentaux, finalement, que c'était un règlement de compte entre blancs, pour dire les choses brutalement. Ce n'est de moins en moins le cas. On l'a vu au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je crois que le président Macron a bien fait de stigmatiser cette posture, mais on l'a vu surtout à Samarcande, où finalement, dans cette organisation de la coopération dite de coopération de Shanghai, le président Poutine n'a pas eu les soutiens réels qu'il pouvait attendre de la part de partenaires importants, en particulier le partenaire chinois, parce que comme ça a été dit tout à l'heure par Marie-Pierre, la Chine n'a pas aujourd'hui intérêt à avoir un conflit de cette nature sur son développement économique, parce que ça peut lui poser des problèmes, ça commence déjà à lui en poser sur son équilibre intérieur à la veille du 20e congrès du Parti communiste chinois. Donc une situation de sous-estimation accumulée qui aboutit à la réalité d'aujourd'hui, qu'il ne faut pas sous-estimer non plus nous. Moi, je suis
quand même très réservé lorsque je vois l'enthousiasme de nos médias sur les percées ukrainiennes que nous applaudissons très fort. Mais il n'empêche que je pense que cette crise sera encore longue. Il faut saluer l'obstination du peuple ukrainien et dire ici, moi je le dis très, très franchement, je ne suis plus en responsabilité, donc j'ai une relative liberté, mais je pense que c'est un point de vue qui est partagé. Ce sont les Ukrainiens qui doivent fixer les conditions de la négociation. Il faut le redire. C'est ce qu'a dit le président Macron. Peut-être que d'autres pensent autrement. Donc, disons-le très clairement. Je voudrais faire une deuxième remarque, et j'en aurai terminé, qui est plus liée à votre propre question. J'ai vécu 10 ans de responsabilité dans des domaines très sensibles. Je constate un double mouvement. Il y a d'abord l'accentuation de la brutalisation et de la conflictualité dans le monde. Moi, j'ai vécu ça de manière accentuée, accélérée, avec l'accumulation des crises. Je ne vais pas en faire l'énumération, mais il y en a eu beaucoup, et ça se poursuit avec la crise ukrainienne. Nous sommes dans des situations où il n'y a plus de règles, où l'ordre international qui avait été mis en œuvre après la guerre de 39-45, avec la création des Nations Unies, qui reposait sur le respect du droit international, qui reposait sur l'intégralité des frontières, sur le respect de chaque pays et sur le fait qu'on mettait en commun notre action pour les biens communs. Ça, c'est tombé. Et certains ont passé leur temps à essayer d'affaiblir les institutions internationales. Je pense au président Trump, à les bloquer, je pense à la Russie, ou à les détourner, je pense à la Chine. Voilà quelle est la situation très grave dans laquelle nous sommes. Le désordre du monde est croissant. Je ne vais pas en faire un numéro dramatique, mais c'est vraiment la leçon que je retire d'une accélération au cours des 10 ans qui viennent de s'écouler. Et puis, parallèlement, un réveil géostratégique de l'Europe. Et le seul point, mais il est majeur, d'optimisme que j'ai là maintenant, c'est le fait de constater que l'Europe d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Europe d'il y a 10 ans, mais même rien à voir avec l'Europe d'il y a 5 ans. Les termes d'aujourd'hui, les termes forts, souveraineté, puissance, autonomie stratégique, sont désormais partagés par tous. Et quand on voit le chancelier Scholz dans son discours de Prague, il y a quelques jours, que citait Jean-Louis Bourlange, reprendre ces mots-là de la part des Allemands, c'est une avancée considérable. Nous sommes dans une nouvelle donne européenne. Et je pense que le discours de Prague, c'était finalement une réponse indirecte, avec 5 ans de retard, au discours de la Sorbonne du président Macron, mais c'est une source d'espoir. L'Europe se rend compte qu'elle a développé jusqu'à présent sa propre stratégie dans une espèce de confort, un peu en dehors du monde, comme quoi les fondamentaux qui étaient à la fois le marché intérieur, source de progrès, source de développement, ce qu'il a été, et les valeurs historiques de notre civilisation et de l'Europe, pouvaient se développer en renforçant la démocratie. Ce n'est plus le cas. Nous sommes passés d'une Europe de la protection à une Europe de la projection. Et là, tous les chemins que vous partagez, que nous partageons ensemble sur l'avenir de l'Europe restent ouverts. Et c'est particulièrement vrai de l'Europe de la défense. Peut-être qu'on aura le temps d'y revenir, mais je le dis là un instant. Je terminerai là-dessus. Il fut un temps, quand j'étais ministre de la Défense, je me souviens d'avoir proposé avec Mme von der Leyen, qui était ministre allemande à l'époque de la Défense, un truc petit de coopération entre les Européens. On voulait proposer qu'en application du traité de Lisbonne, là, je ne sais plus quel article, la coopération structurée permanente, on appelle ça la coopération structurée permanente, la CSP, on puisse mettre ensemble nos services de santé entre l'Allemagne et la France. C'est quand même pas une révolution. Mais pour que nous puissions le faire, il fallait l'accord des autres. C'était en 2016, nous ne l'avons pas eu. Nous avons été traités à l'époque, Ursula et moi-même, de gens qui voulaient sortir de l'OTAN, substituer la défense européenne à l'OTAN, créer une armée européenne autonome, enfin, toutes sortes de choses. Aujourd'hui, non seulement tout le monde est membre de la coopération structurée permanente, les 27,
Mais en plus de ça, on a progressé en matière de défense de manière inimaginable par rapport à ces réticences que nous constations à ce moment-là, parce que nous avons créé le Fonds européen de défense, mobilisant 8 milliards, je crois, d'euros sur la période, parce que nous avons décidé de créer la facilité européenne de paix, ce qu'on appelle la facilité européenne de paix, qui permet de mobiliser des financements de soutien aux pays qui sont dans la difficulté et que nous avons utilisé pour 2,5 milliards pour l'Ukraine, parce que nous avons acheté des armes pour létales pour les donner à l'Ukraine. Les Européens, c'était inimaginable il y a quelques années, et parce que nous avons abouti à la boussole stratégique, qui est en fait un document par lequel les Européens disent voilà quelles sont les menaces qui pèsent sur moi, voilà quels sont les moyens que je me donne pour y remédier, et voilà mes objectifs sur 30 ans. C'était inconcevable. La présidence française y a beaucoup contribué, et je pense que c'est aussi un message d'espoir dans cet univers très, très désordonné, très, très complexe, très conflictuel que nous traversons, et que nous sentons très bien à propos de la crise de l'Ukraine. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces analyses. Nous avons un peu de temps pour les questions parce que je pense qu'il y en aura beaucoup. Alors on va lancer une petite vidéo qui fait un rapide résumé des bilans de la présidence française de l'Union européenne. C'est Sylvain Wasserman qui l'a faite. Et puis je vais commencer à prendre les premières questions qui arrivent ici sur mon écran. Donc c'est moi qui les poserai. On a souvent tendance à dire que les moments importants sont des moments historiques. Pour la présidence française de l'Union européenne, ça a été plus que jamais le cas. D'abord, bien sûr, du fait des circonstances avec la guerre en Ukraine et l'incroyable mobilisation politique de l'Europe des 27 aux côtés de nos frères ukrainiens. Mais aussi dans des domaines clés comme le réchauffement climatique, avec la décision des 27 de mettre en place une taxe carbone aux frontières. C'était attendu depuis des décennies et ça va enfin rééquilibrer les règles du commerce international pour que chacun contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. Deuxième exemple, l'avancée sociale en matière de salaire minimum qui a été actée dans chacun des pays européens. Des avancées importantes aussi sur le numérique pour dessiner le monde que nous souhaitons et lutter contre l'hégémonie des GAFA avec des directives importantes qui ont abouti sous présidence française. Et puis je conclurai avec un exemple qui est passé un peu en dessous des radars médiatiques, le service civique européen. Sous l'impulsion de la France, qui est le pays où le service civique est le plus développé, le président Macron a su convaincre qu'il était important, de même que l'Europe a porté Erasmus, de porter des programmes de service civique européen. C'est une façon de favoriser et de développer l'engagement de la jeunesse. L'Europe, en fait, sous présidence française, c'est l'Europe telle que nous la voulons. Une Europe audacieuse, une Europe politique forte, une Europe souveraine, une Europe qui prend son destin en main. Et c'est d'abord ça, le sens qu'il faut retenir de la présidence française de l'Union européenne. Alors, les questions ont commencé à arriver. Oksana, la première est pour vous, je la lis. Comment voyez-vous l'évolution du président Zelensky entre le moment de son élection et aujourd'hui comme chef de guerre ? Vous savez, ça tombe bien parce que je n'étais pas du tout partisan de Zelensky. Comme je suis plutôt dans les études politiques, et quand il y avait toute cette cirque et le cinéma avec les élections de Zelensky, je me dis, c'est fini la politique, je ferme mon think tank, je n'ai rien à analyser, je n'ai rien à faire, c'est plus de la politique, c'est le cinéma, c'est le cirque, il n'y a plus de travail. Et à vrai dire, j'ai critiqué au fur et à mesure toutes les pas qu'il faisait et tout. Bon, j'étais vraiment dans l'opposition. Bon, je n'étais pas partisan Poroshenko non plus. Bon, je suis difficile. Voilà. Mais quand il a prononcé son discours à Munich, si vous vous souvenez, le 18 février, c'est moi qui ai appelé, parce que j'ai plein de copains, comme c'est le monde du cinéma, on connaît tous. C'est une petite bande maintenant, qui connaissent tous, c'est un groupe d'amis. J'ai appelé un copain que je connaissais à la présidence et je disais, écoutez, je pense qu'il a besoin de petite aide dans la communication stratégique parce que là, il a prononcé le discours politique dont il n'est pas conscient. Et il va avoir beaucoup de problèmes maintenant. Il faut le soutenir. Et après, vous vous souvenez, après les... Rappelez-nous ce qu'il a dit dans ce discours.
il a nommé les choses, comme il n'est pas du tout ni diplomate ni le politique, il a cassé toutes les règles, toutes les frameworks. Il a commencé à nommer les choses comme ils sont. Il a dit que l'Europe est faible, qu'il n'arrive pas à défendre, que ça fait 8 ans que l'Ukraine mène la guerre à l'est de l'Europe et on ne veut pas reconnaître que c'est la guerre. C'était vraiment le discours de guerre et ça sentait guerre. De toute façon, il était en courant qu'il y a les préparations. Bon, qu'il savait bien que ça va arriver du jour au lendemain. Et quand je commençais à travailler avec eux en communication, j'ai trouvé les questions tout de suite. Pourquoi il était élu? Parce que s'il était le politique classique, s'il était dans le cadre politique, diplomatique et tout, il ne pourrait jamais gagner. Parce que ni lui, ni l'entourage classique ne pourraient pas supporter ces premiers jours de la guerre. C'est seulement les jeunes de génération qui ont maintenant entre 25 et 40, lui, il a pris ça comme un défi personnel. En plus, il a joué un rôle du président déjà dans le film. Mais un défi qu'il a joué, qu'il a vécu dans ce film, c'était quand il se réveille le matin, il n'y a personne, tout le monde est émigré. L'Ukraine est vide, il est tout seul. Il y a juste un appel téléphonique dans son bureau du président, c'est Angela Merkel qui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» C'était bon, on a beaucoup rigolé à ce sujet, mais on ne pouvait jamais imaginer qu'il y avait la guerre et pas l'immigration de tout le monde. Donc, il a quand même, comme un comédien, il a joué plusieurs rôles, y compris le rôle de Léonide, de 3 Spartaciens. Et je pense qu'il a pris ça comme un acteur prend un rôle. Il faut jouer un rôle de leader. Il faut dire qu'il a bien réussi. Parce que tout le monde était conscient qu'il est comédien, qu'il n'a pas de compétences suffisantes. Et tout le monde a commencé à appeler la présidence. On est venu à Bankovaya pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Il y avait tous les seigneurs de l'armée, tous les seigneurs de la politique qui étaient refusés par l'équipe de Zelensky pour travailler. C'est eux qui gouvernaient les premiers jours. C'était tous ces vieux politiciens et surtout les gens de l'armée qui savaient comment il faut organiser la défense nationale et tout. Et bien sûr, tout le peuple a été soulevé tout de suite. Nos hommes, ils nous ont dit, bon, les femmes et les enfants, vous dégagez, laissez-nous faire notre travail. Plus vite vous partez, plus vite il n'y avait aucune idée de partir. Moi aussi, moi non plus, je ne voulais pas partir. Mais nos hommes nous disent, il faut partir, ce sera plus facile de se battre. Comme ça, tout le monde était réuni autour de lui. Et son évaluation d'un comédien, vous savez, je pense que c'est peut-être incarnation de l'idée de Chaplin quand elle a parlé de dictateur. Chaplin, elle a imaginé ça dans son imaginaire artistique. Et un autre comédien, au bout d'un demi-siècle, a réalisé ça. C'est le comédien, Chaplin, devant le dictateur. Et il gagne. Vous imaginez l'état de Poutine? Je pense que s'il va avoir la crise cardiaque, c'est parce qu'il perd devant un comédien, devant une clown. Oksana, je crois que Zelensky a vraiment illustré le mot très profond d'Oscar Wilde, la vie imite l'art. Voilà, exact. Oui, c'est parfait. Oui. Alors, une question sur l'Italie et les élections de ce dimanche. Jean-Yves Le Drian, je vais la lire. L'élection possible de Giorgia Meloni en Italie peut-elle changer, modifier sensiblement l'engagement de l'Europe dans le conflit ukrainien? Simplement, c'est difficile, surtout en public, de faire un commentaire sur une évolution. Non, on ne peut pas faire le huis clos. Faire un commentaire sur une évolution qu'on ne souhaite pas. Parce que l'élection, pour nous, je pense ici, de Giorgia Meloni n'est pas souhaitable. Et que l'on peut peut-être regretter que les conditions n'aient pas été réunies pour que, ailleurs, tout un front démocrate puisse se mettre en place de manière significative, parce que l'Italie l'aurait mérité. Bon, c'est un autre sujet. Si d'aventure elle est élue, je pense qu'il y aura des divergences importantes entre les équipes de Salvini, de Berlusconi et les siennes. Peut-être que les déclarations de Poutine d'il y a 3 jours vont amener des interrogations de l'électorat.
Et peut-être que le résultat ne sera pas celui que jusqu'à présent on imagine. Mais si d'aventure c'était le cas, les prises de position de Mme Meloni sur la question ukrainienne sont très, très fortes et sont tout à fait en solidarité avec l'Alliance Atlantique et avec les Européens. Mais ce n'est pas le cas des autres. Berlusconi s'étant illustré récemment par des propos très, très complaisants à l'égard du président Poutine. Donc il y aura des difficultés sur l'organisation générale, mais sur elle-même, les propos ont été très clairs et l'affichage de la relation avec les États-Unis de plus en plus affirmé. Merci. Prochaine question, une question un peu provoque pour Jean-Louis Bourlanges. Ne pensez-vous pas que l'Alliance Atlantique a tué la défense européenne ? Je disais, c'est une question provoque. Ne pensez-vous que l'Alliance Atlantique... Ah, M. Bourlanges. Voilà. Ne pensez-vous pas que l'Alliance Atlantique a tué... Oui, alors c'est ça. Si on résume, si on formule ça de façon stricte, l'OTAN était en mort cérébrale, l'OTAN est ressuscitée et la défense européenne est en mort cérébrale. C'est bon. Alors écoutez, on va essayer d'éviter ça. Non, c'est ce que j'ai voulu dire à la fin de mon propos, c'est que c'est évidemment extrêmement difficile. Quand vous voyez l'article 5 de l'OTAN et l'article 42.7 du traité de l'Union européenne, c'est exactement le même type de solidarité. Mais on ne peut pas exercer les deux solidarités ensemble. Qu'est-ce qui se serait passé si Trump avait été aux affaires et s'il avait dit oh ben, l'Ukraine, c'est l'Ukraine, etc., on s'en fiche. Les Européens auraient sans doute fait de grandes démonstrations de solidarité à l'égard des Ukrainiens, auraient accueilli les réfugiés, auraient offert son taxi, le taxi dont il ne voulait pas, au président Zelensky, et on aurait beaucoup gesticulé, mais on aurait eu... Comment ? Oui, on l'aurait mis dans le taxi, oui. On aurait eu beaucoup de mal. Maintenant, il s'agit effectivement de savoir, c'est ça le faux... Enfin, il y a une chose très positive, c'est la complémentarité des actions, la boussole stratégique, l'investissement technologique. C'est ça, on peut faire beaucoup de choses dans le cyber, dans l'équipement, dans la modernisation de nos armées. On peut faire beaucoup de choses et on commence à le faire. On a créé la commission s'est mise pour la première fois depuis des années dans ses responsabilités militaires, mais on atteint très vite la limite. C'est-à-dire, en cas d'agression, est-ce que nous sommes, nous, Européens, solidaires? Quand les Américains sont là, ça va. Si les Américains disent bah non, c'est une affaire à vous, etc., est-ce que nous serons solidaires? Alors ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose d'abord un problème politique. Est-ce que nous sommes capables de faire l'effort? Là, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian. On a fait énormément de progrès. Le ralliement du Danemark à la politique extérieure sécurité commune, c'est un signe. Le ralliement de la Finlande, moi j'ai discuté avec le président finlandais ce président finlandais, c'est des gens qui respectent le Parlement. Il est venu à Paris, il a demandé à voir le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat et le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. J'étais très étonné. Il est venu dans mon bureau, je lui avais proposé d'aller à l'ambassade en territoire finlandais. Mais non, il est très content d'aller au Parlement, etc. Il est extraordinaire, hein, le président finlandais. Et c'est l'homme d'Europe qui connaît le mieux Poutine. C'était avant qu'il entre dans l'Union européenne, mais il a pris son temps. Il était un peu en arrière de la main par rapport à sa première ministre, et il a fait le choix très clairement, et c'est un choix qui est simultanément européen et atlantique. Le fait qu'il y ait correspondance. Donc là, je crois qu'on ne peut pas considérer que le choix européen, que le choix finlandais ou le choix suédois, malgré les évolutions en Suède, soit un choix de refus de la défense européenne.
la variable essentielle, c'est l'Allemagne. Qu'est-ce que exactement veulent faire les autorités allemandes? À mon avis, ils ne sont pas du tout au bout de leur évolution. Je crois qu'ils ont fait 3 prises de position extrêmement importantes du chancelier. Son discours, tout à fait au lendemain de l'invasion, son discours au Bundestag, où il a vraiment montré qu'il assumait la responsabilité d'une confrontation avec la Russie, son article récemment où il a dit vraiment qu'il voulait quelque chose d'européen, son discours de Prague, mais le discours de Prague ne fait pas une grande part, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'entente franco-allemande. Or, en matière de défense, il faut quand même dire qu'on est certainement beaucoup plus faible que les Allemands sur le plan économique, mais en matière de défense, on a la force nucléaire, on est la première puissance en capacité de projection de l'Union européenne. C'est avec nous que ça se fera. Or, pour l'instant, les Allemands n'ont pas franchi la barre de quelque chose qui soit autonome. Alors là, on se heurte tout de suite à quelque chose d'important. Est-ce qu'on fait ça dans l'OTAN ou en dehors de l'OTAN? C'est comme la barbe, non pas celle d'Édouard Philippe, mais la barbe du capitaine Haddock. Est-ce qu'elle doit être au-dessus ou en dessous du drap? Et là, est-ce qu'on pratique dans le temps et là, on tourne autour de ça. Ça a des avantages. C'est extrêmement difficile de faire quelque chose en dehors de l'OTAN parce qu'on ferait à ce moment-là une duplication de la programmation. Et à l'intérieur de l'OTAN, ce n'est pas facile non plus parce que les Américains sont partout. Donc là, on a des problèmes organisationnels, des problèmes de défis, mais fondamentalement, la question vitale pour les Européens, c'est est-ce que vous êtes capable d'exposer votre vie, votre nation pour des raisons de solidarité avec l'ensemble des Européens si les Américains font défaut. Là, on n'a pas encore la réponse et je crois que c'est ça la clé à l'avenir. Oui, moi je partage complètement ce que vient de dire Jean-Louis. Simplement, la nouveauté, parmi les nouveautés, il y a eu aussi l'effort financier considérable que les Européens ont décidé de faire pour leur propre sécurité, à commencer par les Allemands qui étaient bien en retard. Donc il ne faut pas le regretter, puisqu'on se dote nous-mêmes de moyens supplémentaires, de capacités supplémentaires. La deuxième nouveauté que nous avons évoquée l'un et l'autre, c'est le fait que les Européens disent ensemble qu'il y a des intérêts spécifiques européens qu'il faut prendre en considération et qu'il peut y avoir des menaces spécifiques au niveau des Européens qui n'engageront pas les États-Unis et auxquelles il faut être capable de riposter ensemble. C'est ce qui s'est un peu passé au Sahel, même si l'opération malienne est terminée. Il y avait 11 pays européens qui étaient engagés aux côtés de la France dans les opérations liées à la sécurité et au combat contre le djihadisme au Sahel, parce que les Européens se rendaient compte que c'était leur propre sécurité. Il y a un sujet sur lequel moi j'ai des points d'interrogation, puisqu'on est face à des combats de haute intensité. Est-ce que, pour rebondir sur ce que dit Jean-Louis, mais je pense qu'on ne pourra pas y répondre aujourd'hui, est-ce que nous sommes en mesure, serons-nous en mesure un jour de riposter à un combat de haute intensité? Ah, bon, sujet. Oksana, vous vouliez compléter sur cette opposition Europe? Je voudrais vous proposer de regarder un peu autrement sur cette question, parce que quand même, nous, les Ukrainiens, nous considérons que la guerre, c'est la guerre en Europe pour l'Europe, et que maintenant, vous avez devant vous la naissance d'un nouveau sujet politique, géopolitique, et c'est un sujet, c'est l'Ukraine. Et maintenant, c'est l'armée ukrainienne qui tient la route. C'est l'armée ukrainienne qui défend les valeurs européennes aux frontières est de l'Europe. Donc, je pense que facteur de la présence de nouvelles armées comme c'est l'armée ukrainienne, je vous jure que c'est une armée la plus moderne maintenant, la plus performante. Techniquement, l'armée russe dépasse l'armée ukrainienne en 20 fois par quantité d'armes, quantité d'hommes, quantité de tous les effectifs qu'il y a derrière dans le pays, dans la Russie. Et on tient la route. Ça veut dire que la stratégie militaire, maintenant, contemporaine, ça se développe chez nous, sur nos fronts, en Ukraine. Donc, je pense que
la question de la sécurité en Europe et la défense en Europe ne peut plus se jouer sans la présence ukrainienne. Ce n'est pas parce qu'on veut s'imposer, mais parce que nous avons malheureusement l'expérience que, Dieu merci, personne d'autre parmi vous n'a pas. Et on voit bien qu'est-ce que c'est la technologie de l'armée contemporaine et la stratégie contemporaine, parce que ce n'est pas peut-être quelque chose de nouveau pour vous, mais je voudrais répéter qu'aucun général qui est maintenant à la guerre ne faisait partie à l'armée soviétique. C'est une nouvelle génération des militaires, c'est une jeune génération des militaires. Ils ont tous fait les stages et les études à droite. Non, pas en France, beaucoup. En Grande-Bretagne, notre chef de l'armée, M. Zaloujny, je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je parle beaucoup de lui. Non, mais parce que c'est l'héros pour tous les Ukrainiens, comme vous imaginez. C'est le numéro 2 après Zelensky. Lui, il a une épée d'honneur qui était lui offerte par la reine Elisabeth II quand elle a fait son stage à l'Académie royale en Grande-Bretagne. Donc, c'est vraiment, vous avez maintenant les officiers très performants, l'armée qui est très motivée, qui a d'expérience, et surtout qui se battent avec les drapeaux ukrainiens quand même, drapeaux européens, c'est très important. Donc je vous invite de penser la sécurité européenne avec l'Ukraine. C'est une perspective. Dernière question, vaste question. Marie-Pierre, et peut-être une conclusion de Jean-Yves Le Drian sur la question de la Chine. Peut-elle être le modérateur des États-Unis ? La Russie. Oui, pardon. Aussi vis-à-vis on pourra après ouvrir cette question. Pardon, de la Russie, sachant qu'il y a déjà eu l'appel au cessez-le-feu. On pourrait poser dans d'autres cas cette question également, effectivement, avec les États-Unis. Mais en fait, je crois que de part de toutes les interventions qui ont eu lieu, on a déjà répondu de fait en fait à cette question. Le premier modérateur, c'est pas la Chine. Et quand Jean-Yves Le Drian reprenait les 5 points justement que Vladimir Poutine a sous-estimés, en fait, on le voit bien, l'ordre n'était pas innocent dans la présentation des 5 points. C'est pas le principal modérateur, c'est un des éléments. Mais c'est d'abord et avant tout la réaction de l'Ukraine et des Ukrainiens. C'est ensuite la réaction européenne. La Chine arrive après. Mais c'est vrai que, et on en discutait en apparenté avec Jean-Louis Bourlange, c'est vrai que la Chine, elle regarde éminemment ce qui se passe, éminemment l'unité de l'Union européenne, parce qu'on le sait bien qu'elle aussi, elle est focalisée sur Taïwan. Et ça fait écho justement à ce que disait Jean-Yves Le Drian dans son dernier propos tout à l'heure. C'est les futures autres menaces. Donc je pense que le premier élément véritablement, c'est l'action de l'Ukraine et c'est le soutien que l'Union européenne est capable et doit continuer absolument d'apporter à l'Ukraine. Et c'est ça qui pourra faire évoluer la situation réellement, avant la Chine. Merci Marie-Pierre. Jean-Yves Le Drian, le mot de la fin. Nous allons conclure cette table ronde passionnante. On pourrait avoir plusieurs éditions. On a encore beaucoup de sujets qu'on a abordés, pas traités. Le risque qui est devant nous, je rebondis sur la Chine, et aussi en partie sur le discours du président Macron aux Nations Unies. Le risque qui est devant nous, c'est que la crise ukrainienne, indirectement, nous amène à une confrontation de blocs qui suivrait la conflictualité latente entre les États-Unis et la Chine. Il faut que nous évitions cette logique-là de la confrontation de deux universalismes. Parce que dans la stratégie chinoise, il y a aussi un universalisme qui se traduit par la route de la soie, entre autres, mais au-delà aussi par un type de modèle et de relation entre le centre et la périphérie. Et donc, c'est une préoccupation que seuls les Européens peuvent développer. Et donc, s'il y a un message de la fin, et qui correspond d'ailleurs aussi à l'histoire du MODEM, c'est l'engagement européen indispensable, l'unité européenne, la vigilance. C'est la Suède qui va présider l'Union européenne à partir dans l'épisode qui va suivre l'épisode tchèque. Et la Suède, on voit quelle est aujourd'hui sa direction. Donc il faudra être extrêmement vigilant au cours de cette période qui précédera par ailleurs les élections européennes. Mais on est déjà là dans le débat, à mon avis, qui va se produire au moment des élections européennes, et qui sera extrêmement intéressant aussi pour la politique intérieure française, parce que ce clivage-là, il va être central. Et il faudra vraiment là clairement afficher nos postures et nos propositions.
Merci infiniment à tous. Merci à nos intervenants pour cette table ronde passionnante. On a tenu nos engagements. On rend l'antenne en temps et en heure pour les prises de parole de Stéphane Séjourné et Édouard Philippe.